Bonjour, nous sommes le 6 avril. Après 12 heures de bus, nous sommes arrivés à la citadelle de Verdun. Cette dernière a été construite dans la roche au 19e siècle pour abriter les poilus. Elle servait aussi d'abri et de centre de logistique pendant la Première Guerre. Aujourd'hui, elle se visite à l'aide de wagonnets et de lunettes et des casques de réalité augmentée. Donc Timéo, en cette sortie de visite, qu'as-tu pensé de ce lieu? Est-ce que tu peux nous donner une première impression? En toute sincérité, je trouvais que c'était très impressionnant. C'était très bien fait, très bien guidé. Ça allait dans un sens. Ça retrouvait très bien l'histoire de cet endroit emblématique. Donc franchement très agréable et j'étais très content. D'accord, d'accord, je vois. Yann, qu'as-tu pensé des conditions de vie que rencontraient les soldats au sein de la citadelle? Les conditions de vie au sein de la citadelle, elles sont tout de même meilleures que les soldats qu'on peut voir au front. Justement, les soldats au front, ils sont dans la boue, dans le froid, affamés, avec plein de rage justement. Alors que cependant, dans la citadelle, ils sont pas au chaud, mais ils sont quand même bien mieux protégés que les soldats au front. Ils ont justement plus de nourriture, ils ont plus de munitions, voilà, je pense que c'était tout de même mieux d'être à la citadelle qu'au front. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même tout de même des conditions de vie qui sont rudimentaires par rapport à ce qu'on peut retrouver chez soi ou dans d'autres endroits. Monsieur, j'ai une question. Pourquoi ils choisissent un cercueil? Alors le 10 novembre 1920, ils vont choisir un cercueil parce qu'ils ont la volonté de commémorer face au nombre de morts qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale. Ils vont choisir de commémorer un soldat qui doit incarner tous les soldats morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Et donc ils font une cérémonie dans cette citadelle. Ils vont prendre 8 cercueils et ils vont demander à un soldat de poser un bouquet de fleurs, des fleurs qui ont été cueillies sur les différents sites des batailles de Verdun. Et il va devoir poser un bouquet et ils expliquent que mathématiquement, par rapport à plusieurs choix, il a décidé de poser son bouquet sous le 6e cercueil. Et ce cercueil, le lendemain, a été transporté pour le 11 novembre 1920 et il a été mis sous l'Arc de Triomphe. Et c'est aujourd'hui la tombe du soldat inconnu. Est-ce que pour toi, la nouvelle génération devrait visiter ce monument et pourquoi? Oui, je pense qu'on devrait le visiter. C'est intéressant pour les nouvelles générations parce qu'il y a la nouvelle technologie, puisqu'on a des lunettes de réalité augmentée. Donc c'est intéressant et même de savoir ce qui s'est passé avant. Dis-moi, qu'as-tu ressenti lors de cette visite de ce mémorial? Alors en fait, pendant cette visite, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait, on voyait vraiment tout ce qui se passait, comment, par exemple, tout ce qui se préparait à l'intérieur, comme leur repas, etc., jusqu'à la cérémonie de messe. Et franchement, cette histoire, elle a vraiment été troublante. Parce qu'en fait, on était soi-même un soldat. Et en fait, on voyait vraiment tout ce qui se passait, comment ils vivaient en fait au quotidien. Donc en tout, ça t'a plu? Oui, et je recommande vivement à tous ceux qui veulent venir.
Bonjour, aujourd'hui le mardi 7 avril, on est ici de bon matin pour visiter l'ossuaire de Daumont, qui est un haut lieu de commémoration. Il abrite 16 000 cadavres reconnus de soldats français et 130 000 cadavres non reconnus. Il a été inauguré en 1932 suite à la bataille de Verdun en 1916. Tout commence à la belle époque. De Berlin à Paris, entre invention du cinéma et de la radiographie, entre tango et chansons douces, de 1870 à 1914, 44 ans de propagande ont chauffé les esprits. Chacun est prêt à mourir pour la cause. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur. Par rapport aux valeurs de la République. On entend, oui, il y a des gens en France parce que ils sont musulmans, ou ils sont ceci, ou ils sont cela, ou ils sont juifs, etc. Ils se sentent pas français. Donc il y a beaucoup de discours de haine qui sont dits sur les plateaux télé, mais même par des partis politiques. Ces lieux-là, ils nous montrent en tout cas que, en fait, la France d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la fraternité, en fait, la France dans laquelle on vit, elle doit aussi sa liberté à des gens qui sont morts et qui n'ont pas la religion chrétienne à l'époque. On a vu toutes les croix. Là, on est sur des tombes musulmanes. Et regardez, la France a reconnu, bien que laïque, les traditions de la culture musulmane. Et il ne faut pas croire que les musulmans tournent le dos aux croix françaises. Si vous avez vu, la disposition est complètement différente. C'est qu'en fait, toutes les tombes sont positionnées vers la Mecque, puisque dans la tradition musulmane, quand les gens prient ou sont enterrés, le regard doit être mis vers la Mecque. Et en fait, ici, nord, sud, est, ouest, et la Mecque est à l'est. Donc les tombes regardent vers l'est. Donc là, on est sur le carré musulman. Et encore une fois, ne pas croire qu'il n'y a que des Français chrétiens qui se sont battus pour les valeurs de la République et pour la France. Il y a des Français musulmans, plutôt ce qu'on appelait les indigènes qui venaient des colonies, et hyper important. Voilà. Là, vous voyez, il y a des gens qui des fois tiennent des discours de haine, qui veulent diviser, créer des communautés en disant il y a les Français d'origine, il y a ceux qui viennent de l'immigration, etc. Bah, regardez, 1916, on a des Français musulmans qui se sont battus pour défendre la France. Des gens qui vivaient dans les colonies, qui sont venus à Verdun et qui se sont battus pour la France. Donc voilà, les discours de haine un peu trop faciles qu'on entend souvent, ce genre de monument, ça vous casse tout. Ça casse tout. Les clichés de racisme, il y a des gens qui sont anti-France, bah regardez, pas du tout. Ok ? Il y a des questions là-dessus ou pas ?
Oui. Et pour les athées, ils ont quoi comme tombe? Alors, à l'époque, Il y en avait pas bien trop. qu'on soit en 1932, 1905, loi de séparation des églises et de l'État, là on est dans un cimetière. Donc c'est normal qu'il y ait des croix, c'est normal que souvent quand on enterre les gens, on est obligé quand même de reconnaître une religion. L'athéisme, en 1932, il n'existe pas trop encore. Les gens se déclarent chrétiens, les gens se déclarent musulmans, les gens se déclarent juifs, et donc sont enterrés selon leur culte, leur rite. Voilà, donc les athées à l'époque, pas encore. Ok. Alors dis-moi Tom, qu'en as-tu pensé de ce lieu de mémoire? Toutefois, je l'ai trouvé vachement émouvant, très avec énormément de valeur et extrêmement prenant. On a vu différentes stèles, différentes religions et ça m'a vraiment beaucoup touché. Nous sommes ici en direct de l'ossuaire de Daumont et donc je suis accompagné de Venise qui va répondre à une de mes questions. Donc Venise, qu'as-tu pensé de ce lieu au niveau de l'extérieur et plus précisément au niveau des tombes? J'ai trouvé que c'était très émouvant parce que, comme on se rend compte qu'il y a 16 000 personnes qui ont été retrouvées durant la guerre de Verdun et qu'on a retrouvé les os, leur nom de famille, qu'ils sont fiers d'avoir battu pour la France, c'est très émouvant et c'est beau à voir. Après l'ossuaire de Daumont, on arrive au fort de Daumont. C'est un fort stratégique pour l'armée française qui a été fini de construire juste avant la Première Guerre mondiale. Il a été pris par les Allemands en octobre 1916, puis repris en février par les Français. Nous allons voir comment était la qualité de vie pour les militaires à cette époque-là. Venez avec nous, on y va. Après le fort de Douaumont, nous arrivons au fort de Fermont, qui va nous permettre de commencer le parcours sur la Seconde Guerre mondiale.
suis avec notre guide qui va se présenter. Oui, bonjour, donc moi je suis Julien, je suis guide ici au sein de l'ouvrage de Fermont, au sein de cet important ouvrage de la ligne Maginot, depuis 1 an et demi désormais. Et donc je m'occupe d'emmener les visiteurs à l'intérieur même de l'ouvrage lors des visites, les nombreuses visites qui sont organisées ici régulièrement. Donc globalement, c'est quoi votre rôle au sein de ce qui est aujourd'hui un musée ici? Moi, je transmets les informations. En fait, les nombreux visiteurs qui viennent ici, eh bien, ils veulent comprendre quel est le fonctionnement d'un ouvrage de la ligne Maginot. Ils veulent comprendre justement quelle était l'histoire de cette ligne fortifiée, qui est connue, mais plutôt mal connue, on va dire. Donc voilà, l'intérêt, c'est d'expliquer, d'être un passeur de mémoire, justement, sachant que moi, personnellement, je suis passionné par ce sujet depuis tout petit, en fait. J'ai découvert l'ouvrage de Fermont, je m'en souviens très bien, j'avais 8 ans seulement. Donc ça m'a marqué quasiment, et donc je fais ça ici, pas seulement ici, il y a beaucoup d'endroits où je fais ça. Notamment, je suis aussi guide dans des sites liés à la Première Guerre mondiale, entre autres. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Vous pouvez dire combien il y a de visiteurs environ par an? Alors par an, ici, on est à peu près à 10 000 visiteurs par an, grosso modo. C'est déjà pas mal. En été, il y a de l'humidité, surtout ici, en fait. Enfin, surtout ici. Non, c'est l'inverse. Là, c'est surtout, vous voyez, là, on est au fin hiver, début printemps. Donc, il y a encore un résidu d'humidité qui est présent ici. C'est encore plus humide. Je suis venu ici il y a 10 jours. Il y a 10 jours, c'est encore plus humide. En revanche, quand on est vraiment en été, c'est l'air chaud de dehors qui vient vers l'intérieur de l'ouvrage à 30 mètres sous terre. Et en été, c'est très humide en bas, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors que ça va venir d'ici. Progressivement, d'ici les semaines qui viennent. Donc voilà. Pour finir notre visite de Verdun, on va visiter une usine artisanale de dragées qui est la spécialité de la ville. Aujourd'hui, nous sommes le 8 avril. Après 1 heure de trajet depuis notre hôtel à Strasbourg, nous sommes arrivés au mémorial de l'Alsace-Moselle qui va nous montrer l'histoire de cette région qui a été ballottée entre la France et l'Allemagne au cours du 19e et du 20e siècle. Et nous allons aussi parler de l'histoire des Malgré-nous. Tout ce qui est en bleu, c'est l'Empire carolingien. Donc c'est une unité. Alors il faut savoir que les Carolingiens viennent de la région de la Meuse et de la Moselle. Puisqu'après leur capitale c'était Aix-la-Chapelle, qui est en Allemagne actuellement. Et donc c'était tout unifié. Mais en 843, il va y avoir une division de cet empire parce que Charlemagne a plusieurs petits-fils. Et c'est donc le traité de Verdun en 843. C'est pour cela que Verdun est aussi une date un lieu très important pour l'histoire de l'Allemagne et de la France. Donc il va y avoir une scission entre ce qui va devenir la France
et ce qui deviendra l'Allemagne. Et donc, à partir des années 965-960, toute l'Allemagne va être unifiée par Othon Ier, qui est l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Romain pourquoi? Parce que l'héritier de cet empire était couronné à Rome. Donc on appelait ça le Saint-Empire romain germanique. Et ça va le rester pendant très longtemps, hein, jusqu'à peu près à la période napoléonienne. Il y avait ce Saint-Empire romain germanique, mais il faut savoir qu'il n'était pas unifié. Il y avait des villes libres, il y avait des duchés, des principautés, etc. Mais ça formait quand même un tout, avec un seul empereur. C'est quoi la Shoah? Tu peux expliquer un peu à tes camarades? Déjà, la Shoah, ça commence en 1941 et ça se termine en 1945. Ensuite, tout début de la Shoah, bah, c'est à Ouaj. Ouais. Non, 41. 41, ouais. La Shoah par balle, ça consistait du coup à faire avec les unités. Au début, ils faisaient du coup les juifs dans une fosse commune. Puis ensuite, il les mettait au bord de la fosse commune, ils lui tiraient une balle dans la tête, puis ensuite le cœur est bon. Et ça se passait où la Shoah par balle sur la liste? Ça, je sais pas. On avait dit peut-être les mecs. Ah, Inès, ouais. En Ukraine, en Pologne, dans les pays d'Europe de l'Est. Et après, donc la Shoah, donc qui commence en 41, tu vas intervenir, hein, là, le petit groupe. Donc après 1941, on a dit qu'en 1942, il y allait avoir un truc. Alors, c'est la conférence de Wannsee. Et c'est quoi, les mecs? C'était quand ils ont fait une réunion pour savoir s'ils voulaient faire la solution finale, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre en place ce qu'on appelle la solution finale. Et la solution finale, là, on n'est plus dans la Shoah par balle où on va tirer les balles dans la tête. On va essayer d'industrialiser la mort et on va créer ce qu'on appelle les camps d'extermination. Les camps d'extermination, c'est les camps avec les chambres à gaz. Nous, ce qu'on va visiter cet après-midi, voilà, vas-y Sohan, c'est pour toi. On va voir un camp de concentration. C'est quoi un camp de concentration? C'est un camp du coup qui servait à... C'était là à faire travailler les télévisions. Oui. Les sélectionner. Ces régions-là vont quitter leur maison, vont quitter leur appartement avec tout ce qu'ils peuvent. Traîneaux de bébés, tout ça.
Article 1. Amnistie pleine et entière est accordée aux Français. Merde. Donc, Issène, qu'as-tu ressenti au sein de ce lieu de mémoire? Alors j'ai ressenti beaucoup de peine parce que les Juifs, etc. ont vécu. C'est une expérience très marquante et ça peut vraiment nous apprendre plus en détail l'histoire de la Shoah. Alors dis-moi Pierre, est-ce que pour toi ce mémorial était intéressant? Alors pour moi, oui, ce mémorial est intéressant car il nous permet de nous souvenir des événements qui sont passés, de voir comment ça s'est passé justement, de les erreurs à ne pas recommettre et à ne pas refaire. Donc pour moi, oui, c'est très intéressant de voir ce genre de mémorial. T'écoutes. Qu'est-ce qu'on voit derrière nous? Alors au loin, très au loin, on peut voir le mémorial de Struthof. Il est près du... Alors en fait, c'est le camp où on va cet après-midi, c'est le mémorial, enfin c'est le camp du Struthof-Natzwiller, c'est un camp de concentration avec la chambre à gaz. Et en fait, après la libération du camp, ils ont créé un monument en forme de flamme du souvenir. Et à côté, il y a une nécropole, il y a des tombes de déportés qui sont enterrés là-bas. C'est là où on se rend cet après-midi pour la deuxième visite sur la Shoah et les camps de concentration. C'est OK ? Lors de la découverte du camp de Struthof, qui est le seul et unique camp de concentration présent sur le territoire français et qui est le berceau d'une chambre à gaz expérimentale, nous découvrirons la souffrance des déportés de la Seconde Guerre mondiale entre 1941 et 1944. On est dans un camp de concentration, l'objectif est de faire travailler. Donc, ce sera des envoyés travailler dans des camps de travail, carrière, cuisine, garage des BPSS, blanchisserie, travaux de camp, etc. Quand ils ont fini leur journée de travail, ils les ramènent le soir au camp, ils vont de nouveau les mettre sur ces places d'appel. Mais imaginez que parfois certains soirs, les appels pouvaient durer un peu plus longtemps. À votre avis, pour quelle raison faire des appels plus longs le soir? Moins d'heures de sommeil. D'autres idées? Pour les épuiser. Épuiser. Pour les tuer mentalement. Les tuer mentalement. Effectivement, c'est des bonnes idées. Hein. Pour voir ceux qui tombaient. Ceux qui tombaient. Fatigués. Parce que si on compare un petit peu à nous aujourd'hui, on travaille, on fait 35 heures par semaine. À l'époque, c'était des journées de 10 à 12 heures de travail par jour. Des journées longues, ils travaillent des appels plus longs le soir. C'est une manière de les épuiser encore plus. Il faudra imaginer ces déportés au garde à vous en plus de 2 heures, en plus de 4 heures. Et dans une archive, l'appel qu'on connaît qui a duré le plus longtemps ici dans ce camp a duré 6 heures. Vous vous trouvez ici à environ 800 mètres d'altitude. On est sur le versant nord, le côté plus froid bien évidemment. Cet appel de 6 heures, on le sait dans les archives que ce jour-là, c'était en plein hiver, qu'il faisait entre moins 15 et moins 20 degrés. Et à tout ça, vous rajoutez de la neige. Résultat, on sait qu'entre 20 et 30 déportés sont morts durant cet appel qui aura duré 6 heures.
Si vous avez une chambre à gaz dans ce camp, c'est que cette dernière n'a pas été utilisée pour l'extermination de masse, elle a été utilisée par des professeurs de la Reichsuniversität de Strasbourg qui ont mené des expérimentations médicales sur des déportés ici au camp. Donc la deuxième partie du bâtiment et les pièces que je vous parlais sont liées à ces recherches. Juste un petit retour en arrière dans la chronologie. En 1939, la guerre est déclarée, on évacue la population, l'université de Strasbourg est installée à Clermont-Ferrand. Quand on perd la guerre en 1940, l'Alsace et la Moselle ont été annexées, le Troisième Reich a créé la Reichsuniversität de Strasbourg, une université qui est calée sur le modèle et l'idéologie nazie. Alors dis-moi Zacharia, est-ce que ce mémorial t'a touché? Oui, c'était une expérience très émouvante et enrichissante. Elle était aussi impressionnante, surtout pour l'effort crématoire, ça m'a vraiment touché. Donc Yanis, qu'as-tu pensé de ce lieu chargé d'histoire? Alors moi je trouvais cette expérience très émouvante et cultivante. Il y avait plein de choses que je ne connaissais pas sur ce camp de concentration. Et grâce à cette expérience, j'ai su répondre à mes questions. Donc là, on est devant la chambre à gaz. Chambre à gaz qui a un bunker hermétique qui se ferme. On a l'intérieur qui est carrelé pour pouvoir rapidement laver. On a également là-haut une trappe par où les gaz s'échappaient pour vider la chambre à gaz avant de l'ouvrir. Et on va passer par le côté et on va voir que pour les expérimentations, ils pouvaient regarder à l'intérieur de la chambre à gaz. Voilà. Et on a une vision tout en étant protégé de ce qui se passait pour les expériences.
Des siècles durant, les nations européennes ont été les pionnières des avancées démocratiques, philosophiques, industrielles et scientifiques, mais aussi dans la justice sociale, la culture et le sport. L'intégration européenne a contribué de manière décisive. Bonjour à tous, je suis avec Chérie. Chérie, dis-moi, qu'as-tu pensé du Parlement européen? J'ai bien aimé, j'ai appris comment fonctionnait la démocratie européenne. Kim, qu'as-tu pensé du Parlement européen, de ce lieu qui représente la puissance européenne? Je trouvais que ça représente bien la démocratie et que c'est super grand. Dis-moi, si tu veux retenir une chose dans ce voyage, c'est quoi? Alors ce que je retiendrai, c'est que autrefois on n'était pas égaux et qu'aujourd'hui nous sommes et que c'est important de le rester parce que nous sommes tous humains. Qu'as-tu pensé du voyage en globalité? La globalité déjà avec le trajet, c'est vraiment très très long. C'était 10 heures de bus, c'était un peu chiant. Mais après on avait fait quelques pauses et tout, visité un peu de pays. Ensuite, l'activité que j'ai le plus aimée, qui m'a fait un peu mal au cœur, c'était de prendre le transport, c'était de prendre le temps de présentation. Parce que j'ai vu le plan de vie, les bâtiments, les chambres à gaz. C'est-à-dire que les pas que j'ai fait, c'est pas des juifs qui étaient là, parce que certains juifs ont été décédés. Dis-moi, qu'as-tu pensé du voyage en globalité? Honnêtement, j'ai très bien aimé, j'ai très apprécié ce voyage. C'est un voyage qui permet vraiment de bien se rendre compte de tout ce qui s'est passé de l'histoire de la France et de l'Europe. Ça permet aussi de se rendre compte en fait, de tout ce que les gens subissent et de comment on en est arrivé ici et à ce niveau pour la liberté, etc. Qu'as-tu pensé du voyage en globalité? Alors dans ce voyage, j'ai bien aimé tout ce qu'on a appris durant la Première Guerre mondiale et la Seconde, ce que les Juifs ont suivi aussi. Et comme là, ce qu'on a appris sur le Parlement européen. Qu'as-tu pensé du voyage en globalité? Dans la globalité, j'ai vraiment adoré le voyage. C'était super, je me sentais qu'on a pu faire, on était très bien accompagné. Il y avait souvent des sentiments de mémoire, aussi des sentiments comme de la tristesse ou beaucoup de réflexion derrière les sorties. Heureusement, on a été très bien accompagnés avec des guides qui ont rendu ces moments-là très humains et très vivants. Aussi être accompagné de toute une bande avec toutes les classes, rendait ça très intéressant. Et j'ai vraiment aimé ce voyage, pour découvrir une nouvelle ville aussi loin que je n'avais jamais aimé.
Alors là, la chambre. Donc là, c'est tranquille comme ça. Hop, tranquille. Là, il y a la télé. Alors, après, ce deux bancs, tranquille. Et là, du coup, tranquille. Voilà, le miroir, tout va bien. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working